travaillés par la Commission et qui tous, vous le voyez, ont besoin d'hydrogène pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc aujourd'hui, voilà, la politique que les États européens se sont choisis, elle est écologique et pour cela, ils ont besoin de technologies hydrogène. Et c'est pour ça que l'industrie doit se préparer à accompagner ces changements. Donc, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut mettre en place. Donc, j'ai repris ici une représentation qui va de la production, donc avec classiquement des électrolyseurs, donc séparation d'eau en hydrogène, mais il y a d'autres techniques de production où on part de gaz plus complexes qu'on vient craquer. Alors, si c'est des gaz fossiles, c'est polluant, mais si vous partez de gaz biosourcés, vous pouvez avoir des solutions non polluantes où vous pouvez aussi capter le CO2. Et donc, une fois que cet hydrogène non polluant est créé, eh bien, vous devez le stocker. Donc là, bien sûr, le sujet des réservoirs, mais pas seulement, puisqu'il faut remplir le réservoir. Vous devez le distribuer. Donc là, il y a toute une chaîne logistique à mettre en place dans laquelle il y a beaucoup d'équipements fluidiques. Et tout ça, c'est des parts importantes de l'industrie qui vont être impliquées dans ces développements. Et puis, in fine, il y a les usages. Donc, on connaît bien la pile à combustible qui va transformer l'hydrogène en électricité. On peut aussi directement le brûler, l'hydrogène, dans des moteurs thermiques, et donc, voilà, ou le passer dans des turbines. Donc, toute cette chaîne de valeur, elle doit se développer. Globalement, les plans, c'est jusqu'à 2030 d'avoir des preuves de concept, de travailler sur le bilan technico-économique des solutions, de manière à être prêt ensuite à massivement diminuer l'usage d'énergie fossile entre 2030 et 2050 et en le remplaçant par des économies d'énergie partout où c'est possible et par des vecteurs tels que l'hydrogène, des vecteurs propres, là où c'est nécessaire. Et donc, vous voyez un petit peu en bas que aujourd'hui, le rendement de la chaîne hydrogène est très faible. C'est souvent critiqué par les détracteurs de cette technologie. Bon, il faut bien se rendre compte qu'on est au début des développements, donc il y a bien sûr un enjeu industriel à réussir à optimiser la performance de tous ces équipements pour offrir un meilleur rendement. Il y a un enjeu sur l'énergie primaire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'hydrogène va amener à devoir fabriquer beaucoup d'électricité. Mais voilà, mais derrière, c'est une solution qui est technologiquement prête, qui existe déjà. Il y a un certain nombre d'applications, des voitures, des fusées. Voilà, donc, c'est un des leviers qui est à notre disposition pour réussir la transition énergétique. Et c'est pour ça que le CETIM va lourdement investir dans les années à venir pour accompagner le développement de ces filières. Donc vous voyez ici une analyse qui a été faite par le CETIM justement à partir de la chaîne de valeur décrite dans un document ADEME. Et donc partout où il y a des encadrés rouges, c'est que la mécanique joue un rôle. Les cotisants du CETIM ont une place à prendre, des parts de marché à gagner sur ces équipements. Donc vous voyez que ça nous a permis d'analyser le fait que le CETIM allait être fortement impacté par la mise en place de cette chaîne et à tous les niveaux, depuis la production jusqu'à l'utilisation. On a ainsi identifié 3 comités programmes, donc c'est-à-dire 3 groupes d'industriels qui sont vraiment directement impactés par le développement de cette filière. Le premier, c'est les équipements fluidiques, donc qui viennent très naturellement à partir du moment où vous avez besoin de gérer des gaz, des moteurs compresseurs, des tuyauteries, des vannes. Donc voilà, tout ça, c'est un savoir-faire qui va devoir s'adapter à l'hydrogène avec un matériau qui crée, on va dire, des contraintes et notamment qui en durabilité peut poser ou en étanchéité va poser des soucis. Deuxième grande filière qui va être touchée, c'est tout ce qui est engin mobile. Alors là, ils sont touchés en tant qu'utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gros consommateurs de carburants fossiles. Et donc, ils doivent, dans les années à venir, proposer à leurs clients des alternatives basées sur la filière hydrogène. Donc voilà, ils seront plutôt en position de donneur d'ordre et devront sélectionner les meilleures technologies et proposer à leurs clients des solutions hydrogènes qui répondent toujours à leurs besoins et qui le fassent bien sûr dans des conditions économiques le plus favorables possible, malgré le défi que ça représente, et on va dire accompagné par des politiques publiques qui vont faire en sorte justement de renchérir toutes les solutions à base de l'énergie fossile de manière à rendre compétitives des solutions vertueuses en matière d'écologie.
Et puis le troisième filière qui va être fortement impactée, c'est directement les transformateurs de matériaux et toutes les personnes qui font du traitement de surface. C'est lié bien sûr donc, à ces contraintes que font peser l'hydrogène sur les matériaux, que je détaillerai très bientôt. Voilà, il y aura besoin de nouvelles classes de matériaux, il y aura besoin de revêtements barrières, il y aura besoin voilà, de travailler des sujets. Hein. L'hydrogène, si c'est le meilleur vecteur énergétique, c'est parce que c'est la plus petite des molécules, donc forcément, elle a tendance à rentrer partout, y compris à l'intérieur même du matériau. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour les gens qui travaillent les matériaux, les transforment et les traitements de surface. À ces besoins, on va dire, par filière, le CETIM rajoute des besoins transversaux qui ont été identifiés, donc qui sont communs à tous les industriels et qui aujourd'hui nous viennent, comme effectivement il y a une impulsion politique qui a été donnée depuis un an, ça suscite beaucoup d'intérêt dans les industriels et donc beaucoup de questions vers leur centre technique, le CETIM, notamment en termes de sécurité et de normalisation. Hein. La normalisation étant faite pour aider les industriels à garantir la sécurité de leurs produits et à répondre aux enjeux réglementaires. Et donc, bien sûr, des enjeux de formation derrière, voilà, pour aider les industriels à se convertir à l'hydrogène. Et puis, le dernier enjeu transverse, c'est celui de la caractérisation matériaux. Puisque au CETIM, comme dans vos entreprises, on n'avait pas l'habitude des dernières années de travailler avec de l'hydrogène. Donc, il y a besoin de réaliser des essais pour valider le comportement des matériaux en présence d'hydrogène. Et donc ça nécessite des investissements importants dans un laboratoire. Et donc ça fait partie des axes de R&D que je vous présente ici et qui sont en cours de validation et de structuration au CETIM. Donc un premier axe autour de la caractérisation matériaux. Donc voilà, le fait que l'hydrogène pénètre aussi bien dans les métaux que dans les polymères va créer des fragilités, donc voilà, des risques de rupture en fatigue. Le fait qu'on soit stocké à des hautes pressions, soit stocké à des très basses températures, donc là c'est moins de 153 degrés la température de l'hydrogène liquide, donc ça c'est aussi un champ en termes de caractérisation qui est spécifique, notamment pour l'étanchéité, mais pour tous les essais deviennent complexes à ces températures. Donc voilà, donc ça c'est un premier domaine dans lequel le CETIM a son rôle à jouer pour fournir aux industriels des données sur les matériaux qu'ils pourront utiliser. Le deuxième domaine, c'est celui des équipements fluidiques. Donc le fait d'accompagner le développement de nouveaux types d'équipements. Hein, il y a quelques années, on fabriquait très peu d'électrolyseurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'industriels qui vont ouvrir des usines d'électrolyseurs. Donc tout ça, c'est des nouveaux savoir-faire qu'il faut accueillir, qu'il faut accompagner. Donc voilà, donc le CETIM va faire son maximum pour ça. Et donc derrière la conception de ces nouveaux composants, il y aura des enjeux de performance. Donc voilà, tester les rendements énergétiques, tester les étanchéités, des enjeux de durée de vie, puisque on est bien dans une démarche de développement durable. Et puis il y aura un troisième enjeu qui est l'enjeu du coût, bien évidemment, pour rendre cette nouvelle filière acceptable socialement, il faut qu'elle fournisse les mêmes services au coût aussi proche que possible des solutions actuelles. Et donc ça veut dire, c'est cette troisième partie d'accompagnement à l'industrialisation. Le coût, c'est à travers des filières qui fonctionnent, des relations clients-fournisseurs et des nouveaux procédés, une massification et des performances qui sont au rendez-vous. Donc voilà, sur tous ces sujets-là et jusqu'à l'évaluation des systèmes pour leur mise sur le marché, le CETIM accompagnera les industriels français. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment un survol du sujet tel qu'il a été traité au CETIM et tel que le CETIM s'engage pour plusieurs années avec des montants importants pour accompagner le développement de cette filière. Et maintenant, je vais focaliser la suite de mon exposé sur des sujets sur lesquels on travaille déjà depuis plusieurs années, qui sont les réservoirs de stockage hydrogène. Donc d'abord une vue un petit peu, une veille technologique sur toutes les solutions qui existent et les points d'attention lorsqu'on veut choisir un système de stockage. Et puis pour finir la présentation, un focus sur les travaux en cours au CETIM dans le département composite.
Alors, l'hydrogène peut se stocker de différentes phases. Donc déjà, vous voyez là à gauche la partie stockage physique, donc sous forme d'hydrogène directement, donc compressé, liquéfié ou les deux à la fois. Et puis à droite, vous voyez tous les autres types de stockage en fait, qui sont des stockages dans du matériau, puisque l'hydrogène pénètre facilement dans les matériaux, ou alors on peut générer des liquides organiques avec beaucoup d'hydrogène. On parle pas mal d'ammoniac en ce moment. Donc voilà, c'est souvent la partie matériaux, je ne vais pas du tout la creuser. C'est souvent des systèmes qui du coup pèsent assez lourd, puisque l'intérêt de l'hydrogène, c'est sa légèreté. Donc là, à partir du moment où on le mélange avec un autre matériau, on a des systèmes qui sont assez lourds, qui peuvent être intéressants pour des stockages statiques, mais qui ne vont pas répondre à des besoins de mobilité. Et là, je vais plutôt parler de réservoirs pour des besoins de type engin mobile, donc en stockage physique. La difficulté avec le stockage d'hydrogène, comme vous le voyez sur ces éléments, c'est que si la densité énergétique est élevée, c'est-à-dire qu'on a plus d'énergie dans 1 kg d'hydrogène que dans 1 kg de diesel, 3 fois plus, en revanche, sa densité volumique est extrêmement faible, au point que pour stocker 1 kg d'hydrogène, il vous faut 11 mètres cubes dans les conditions ambiantes. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de tels volumes embarqués dans des engins mobiles. Donc vous avez besoin de le densifier. Et donc vous voyez là en bas à droite les solutions, le stockage à 350 bars, le stockage à 700 bars, et puis le stockage sous forme d'hydrogène liquide, qui est celui qui permet d'avoir le meilleur potentiel. Et vous voyez sur la grande courbe en couleur toute la zone en vert, qui est le stockage par cryocompression, où vous pouvez avoir en fait un optimum finalement en combinant la partie stockage sous pression et la partie refroidissement. Donc tout l'enjeu pour les engins mobiles, et en fonction de l'importance, on va dire, du manque d'espace disponible, ça va être d'augmenter la densité de l'hydrogène, sachant que par contre, en termes d'efficacité gravimétrique, vous êtes pour l'hydrogène, il n'y a pas de changement, quel que soit le mode de stockage. Donc voilà un petit peu plus en détail à quoi peuvent ressembler les trois types de stockage. Donc la partie compression, voilà, les deux standards aujourd'hui sont à 350 bars pour les camions et plutôt 700 bars pour les automobiles. Rien n'empêche de monter encore les pressions de service, si ce n'est que votre réservoir va devenir de plus en plus lourd. Et ça, je vais le détailler par la suite. À l'opposé du tableau, donc vous avez le stockage cryogénique. Donc là, vous n'avez pas le choix sur la température. Vous devez aller jusqu'à moins 253 degrés. Pour comparaison, on va dire ce qui est répandu dans l'industrie, ça va être l'azote liquide qui est à moins 196, donc moins 250. Ça fait 50 degrés de moins. Mais comme il faut prendre l'échelle en Kelvin, ça veut dire que vous êtes à 20 K au lieu de 80 K. Donc ça veut dire que c'est 4 fois plus froid. Donc c'est vraiment une cryogénie, voilà, un défi technologique qui est important pour basculer des technos disponibles dans l'azote liquide pour aller jusqu'à l'hydrogène liquide. Et puis c'est aussi, puisque vous avez toujours un petit peu de perte thermique, des problèmes d'évaporation à gérer. C'est-à-dire que dans un réservoir comprimé, tant qu'il reste étanche, l'hydrogène reste dedans aussi longtemps que le réservoir dure, alors que sur un réservoir cryogénique, sauf à prévoir des systèmes actifs pour reliquéfier en permanence, vous avez une évaporation qui va se faire le plus lentement possible, mais qui va quand même se faire et qui doit donc être gérée par des systèmes de sécurité pour évacuer l'hydrogène. Et donc, vous avez la possibilité au milieu, donc voilà, on a vu dans la slide précédente d'avoir un optimal technologique, mais c'est aussi un optimal en termes de complexité, puisque vous devez gérer à la fois les effets de la haute pression, donc avec les enjeux de sécurité et le renforcement mécanique qui viennent avec, et les effets thermiques pour stocker. En fait, l'idée est de stocker le plus possible d'hydrogène sous forme liquide et dans une enveloppe pressurisée, de conserver les gaz qui s'évaporent de manière à garder à ne pas avoir à rejeter d'hydrogène et à optimiser la durée de vie finalement de l'hydrogène stocké. Donc voilà, pour compléter cette vision globale, j'illustre un petit peu les domaines dans lesquels les différents stockages sont utilisés.
Donc il y a encore la cryogénie. Bon, vous voyez l'image là de la fusée Ariane 6, ça fonctionnait aussi sur Ariane 5. Hein, donc voilà, c'est des technologies spatiales qui fonctionnent. Il y a un vrai intérêt aussi pour la logistique, hein, pour gagner de la place. Si vous voulez faire une logistique, notamment des livraisons par camion, vous pourrez mettre beaucoup plus d'hydrogène dans un camion avec de l'hydrogène liquide qu'avec de l'hydrogène gazeux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plutôt réservé à des domaines de haute technologie, et donc l'aéronautique notamment. Airbus, qui est confronté au problème de la place et du poids dans ses avions, a clairement indiqué que sa gamme d'avions zéro émission serait conçue autour de réservoirs cryogéniques. Mais voilà, pour ça, il faut valider les comportements des matériaux à ces températures, valider l'étanchéité des réservoirs et la durée de vie, puisque le cahier des charges aéronautique impose de pouvoir rester sur un aéroport un certain temps lorsqu'il y a des difficultés météo ou autres. Vous avez bien sûr donc, l'enjeu de l'intégration aussi de composants, c'est-à-dire que tout le système de distribution de l'hydrogène dans l'avion doit être revu. Et donc, l'enjeu pour Airbus, c'est de réussir à faire dans un avion un réservoir qui va voler pendant des années, contrairement à un réservoir de fusée. Et puis un réservoir qui va voler, contrairement à un réservoir statique qui existe aussi. Donc il n'y a pas que l'aéronautique et le spatial qui en font. Hein. Il y a quand même quelques exemples à travers Air Liquide, où il y avait un démonstrateur BMW il y a quelques années. Donc il y a un savoir-faire industriel autour de cette cryogénie, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est dans un domaine technique beaucoup plus pointu que la cryogénie GNL ou azote liquide, que certains d'entre vous connaissent et manient peut-être déjà aujourd'hui. L'intérêt du réservoir cryogénique, ça va être, donc au-delà de son encombrement, qui permet de stocker plus d'hydrogène, ça va être aussi son poids lorsqu'on va dans des grandes dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, sur un réservoir à haute pression, on va y venir, l'épaisseur de paroi est en gros proportionnelle au rayon du réservoir, si vous parlez d'une sphère. Et donc, plus vous faites un grand réservoir, plus votre paroi, d'une part, elle est grande, et en plus, plus elle est épaisse. Et donc, vous allez plafonner, en fait, en termes d'efficacité énergétique, autour de 10%. Donc, quand vous stockez 1 kg d'hydrogène, vous avez besoin de 9 kg de réservoir. Avec le cryogénique, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller là, on a un exemple, par exemple, donc voilà, c'est 12 kg d'hydrogène pour 66 kg, donc c'est un rapport plutôt de 1 pour 5. Et puis, le Airbus a l'objectif d'avoir des rapports de l'ordre de 1 pour 3 entre l'hydrogène stocké et le réservoir. Et plus le réservoir est grand, plus le cryogénique va avoir de l'intérêt. Donc en complément au réservoir cryogénique, mettant une petite présentation des réservoirs sous pression. Donc là, on est sur un plan type de réservoir. Vous avez un liner à l'intérieur qui va vous assurer l'étanchéité. Ce liner intègre un embout qui va servir d'interface pour les systèmes de remplissage ou de sécurité. Et puis, vous avez un renforcement mécanique. Alors, quand vous êtes en type 1 entièrement métallique, c'est le même matériau qui assure les deux fonctions. Mais rapidement, en fait, vous voyez l'intérêt pour alléger le réservoir d'avoir un renfort composite qui soit à l'extérieur, donc soit bobiné sur un renfort métallique, soit bobiné sur un renfort plastique. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le réservoir de type 4, et qui est aujourd'hui celui qui est typiquement développé dans les applications mobiles, comme les voitures à pile à combustible. Un liner plastique entouré de composites. Et l'objectif serait de pouvoir faire du type 5, donc une solution 100% composite. Mais aujourd'hui, c'est encore très très peu pratiqué, courant, à cause des difficultés techniques à garantir l'étanchéité dans un matériau composite qui est un matériau hétérogène. Et donc le procédé classiquement utilisé pour faire ces réservoirs est ce qu'on appelle de l'enroulement filamentaire. Donc vous voyez, on parle de cette bonbonne plastique dans laquelle l'embout est déjà intégré, et on vient enrouler les unes après les autres les couches de composite. Et c'est un procédé qui est assez ancien, qui est bien maîtrisé en termes de qualité, qui est robotisé. Mais il y a beaucoup de défis, notamment par rapport à la montée en cadence. C'est-à-dire que si on parle d'automobile, on va tout de suite parler de dizaines de milliers de réservoirs. Et donc ça, aujourd'hui, il faut enrouler de plus en plus vite. Réussir à gérer aussi la chimie de la résine, qu'elle soit de
pour faire cuire, on va dire, lorsqu'on est sur des résines thermodurcissables, les réservoirs de plus en plus vite. Et donc ça pose des soucis, de même que la recyclabilité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution industrielle pérenne pour recycler des grandes quantités de fibres carbone époxy dans une filière telle que la filière automobile. Donc voilà pour l'état de l'art des réservoirs. Et maintenant, je vais vous emmener un peu plus loin, grâce aux travaux du CETIM, sur donc, les réservoirs de pression en composite thermoplastique. Donc la suite de la présentation est en anglais, mais je continuerai en français. Donc, bon, il y a un enjeu européen à limiter les coûts de ces réservoirs, puisqu'aujourd'hui, si vous vous comparez à un réservoir d'essence qui est une bonbonne plastique qui va vous coûter quelques euros à fabriquer, vous voyez que là, la roadmap européenne vise pour 2025, je crois, 400 euros par kilo d'H2 stocké pour le réservoir, sachant que dans une voiture, il faut globalement 5 kilos. Voilà, on parle de réservoirs qui vont coûter 2000 euros. Donc voilà, ce ne sera pas indolore dans le prix de la voiture. Et ça, c'est l'objectif. Les technologies actuelles sont encore largement au-dessus de ça. Donc vous voyez, il y a vraiment un enjeu important à diminuer les coûts. Revenir sur des aciers pose un vrai problème de masse embarquée dans un véhicule. Rester sur des carbones époxy pose un vrai problème que je vous ai évoqué par rapport au procédé, au temps nécessaire et à la chimie, on va dire, qui est liée à ces matériaux. Et donc, on considère au CETIM, depuis plusieurs années, qu'il y a une vraie opportunité pour les composites thermoplastiques qui offrent deux avantages en termes de recyclabilité, c'est-à-dire que votre voiture est déjà pleine de thermoplastique, donc on peut emmener finalement le réservoir dans ces chaînes déjà existantes de recyclage, d'autant plus que pour un type 4, le liner étant lui-même en thermoplastique, vous avez comme ça un réservoir qui peut être monomatériau. Et vous avez aussi une adhésion, donc le liner étant en thermoplastique et les renforts composites aussi, vous avez une adhésion de meilleure qualité et donc vous pouvez éviter des problèmes fonctionnels si vous faites des dépressions dans les réservoirs ou tout simplement si vous avez du gaz qui vient s'accumuler entre le liner et la coque composite. Lors de la dépressurisation, vous pouvez endommager votre liner et donc perdre l'étanchéité. Et là, le fait qu'on soit sur le même matériau et que vous soudiez directement le composite sur le liner a un vrai avantage. Donc ça, c'est les deux premiers points. Et puis après, il y a tout le reste, où il y a des avantages, mais aussi des difficultés. Donc typiquement, un polyamide va coûter moins cher qu'une époxy. Mais pour fabriquer le composite polyamide, aujourd'hui, le semi-produit, le matériau préimprégné, reste plus cher car le polyamide est plus visqueux et plus dur à imprégner. Pareil en termes de process. L'inconvénient de l'époxy, ça va être les composés organiques volatiles, ça va être les temps de polymérisation. Mais à l'inverse, sur les thermoplastiques, vous allez voir le détail du procédé. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une robotique qui est plus complexe. Vous avez besoin d'un contact entre le robot qui dépose la fibre et le réservoir. Et ça a tendance à ralentir le procédé. Vous avez des avantages matériaux, donc la partie ténacité d'un thermoplastique qui va offrir des meilleures performances en fatigue et en résistance à l'impact, mais qui va en face va offrir un risque en termes de fluage, notamment comme on est en permanence en pression. Si on soumet le réservoir à des températures importantes, vous pouvez avoir le matériau qui va fluer avec donc, le risque de sécurité que ça peut amener. Et puis voilà, dernier avantage pour les thermoplastiques, la partie type 5, c'est-à-dire le fait de progressivement tendre vers un liner d'épaisseur nulle et donc un matériau monobloc et donc encore plus performant en termes d'efficacité massique. Une petite digression, maintenant que je rentrais dans le détail technique des travaux qui sont menés au CETIM sur l'équipe à laquelle j'appartiens, donc qui est basée à Nantes. C'est plus de 70 à 80 personnes, plus des collègues dans d'autres équipes du CETIM qui travaillent sur les matériaux composites et qui couvrent vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception, la transformation, la caractérisation, des systèmes de recyclage sur lesquels on travaille aussi, et donc bien sûr derrière toute la partie support, expertise, formation
qu'on peut apporter sur ce matériau. Et puis donc des partenariats industriels. Hein. La mission du CETIM, c'est d'aller vers l'industrialisation. Et donc on a une plateforme notamment que je vous présente qui s'appelle SpeedTP. Donc c'est un industriel allemand, AFPT, qui a fourni cette machine. Et voilà, et on travaille à industrialiser, à amener cette solution au niveau de maturité qui permettra donc la fabrication de réservoirs en grande quantité. Donc là, vous voyez les deux axes de la machine, un grand axe si vous avez besoin de faire des grands réservoirs, et puis un petit axe sur lequel on fait typiquement des réservoirs typés automobiles avec une contenance de 69 litres d'hydrogène. Donc là, maintenant, je présente en détail le placement de rubans composites assistés par laser. Donc le composite thermoplastique est un composite fusible, c'est-à-dire que tout l'enjeu est de réussir en fait à faire fondre au niveau du point de contact le matériau qu'on est en train de déposer et la structure sur laquelle on le dépose, de manière à c'est une fabrication additive à venir enrouler les rubans les uns par-dessus les autres. Et donc l'énergie pour cette fusion est apportée par un laser qu'on vient focaliser au niveau du point de contact, là le point numéro 3, et la pression nécessaire à la soudure est apportée par un galet silicone, donc c'est là le point de contact entre le robot et la pièce, qui permet en fait, donc juste en sortie du galet, d'avoir un matériau qui est bien soudé sur la structure sous-jacente. Et donc, pour réussir à maîtriser ces technologies, le CETIM, fidèle à sa philosophie, va approcher toute la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire, il y a des éléments qui relèvent du matériau, déjà choisir le bon matériau, et puis le contrôler, être sûr de la qualité du matériau qu'on met dans la pièce. Il y a des éléments qui relèvent du design, donc prévoir la bonne quantité de matériaux au bon endroit et être capable de démontrer par simulation la pertinence de nos conceptions. Il y a la partie process, donc là où on a besoin d'aller le plus vite possible et tout en garantissant la qualité, donc un process qui soit intelligent, un process qui soit surveillé. Et puis il y a le métier du test pour démontrer effectivement les résultats qu'on obtient, aussi bien dans la surveillance du process, sur le matériau, et puis in fine sur les réservoirs qu'on peut fabriquer. Donc je commence par un focus matériaux et une petite explication du pourquoi des composites. Parce qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, dans la partie chaudronnerie, la plupart des équipements sous pression industriels sont des équipements métalliques et il est tout à fait possible de faire des réservoirs hydrogène en acier ou en aluminium. Ce qui se passe, c'est que en fait, pour 1 kg de carbone, si vous prenez vraiment donc, des caractéristiques matériaux, des caractéristiques types que j'ai présentées sur cette slide, avec donc un matériau de type carbone époxy qu'on limite à 1000 PA, puisqu'on considère qu'on a mis des fibres dans différentes dimensions. Donc un matériau quasi isotrope à partir d'un empilement de composites, et vous avez quand même une capacité à transmettre, à tenir des efforts en traction qui est largement supérieure pour le carbone que pour le métal. C'est pour ça qu'en termes de poids, il n'y a pas photo, votre réservoir composite sera bien meilleur. En termes de coût, là, l'écart se resserre, donc ça dépend bien sûr du matériau que vous sélectionnez, de son procédé de fabrication, mais globalement, avec une estimation de coût à 20 € du kilo pour du carbone époxy, ce qui correspond déjà à un process automatisé et de grande production. Hein. Ce sont des visions industrielles. Là, vous revenez finalement dans les mêmes ordres de grandeur que pour le réservoir métallique en termes de coût de revient du réservoir. Et on peut pousser le calcul un petit peu plus loin. Donc là, je vous avais parlé de l'efficacité massique du transport d'hydrogène. Et vous pouvez voir avec l'acier, donc même dans un cas d'un réservoir théorique parfaitement stérile, férique, sans parler des ouvertures, des systèmes embarqués, etc., vous avez besoin de 180 kg d'acier pour transporter 1 kg d'hydrogène. Donc vous voyez bien que ça n'a pas de sens sur un engin mobile. Avec le composite, là, vous avez besoin, au grand minimum, donc, de 9 kg, ce qui correspond donc à une efficacité de 10%, puisque vous avez 1 kg d'hydrogène dans un système total de 10 kg. Et donc, c'est vraiment, pour ce type de matériau, une limite physique. Vous n'irez pas plus loin tant que vous utilisez ce type de matériau dans des fonctions de stockage sous pression.
Aujourd'hui, globalement, les performances sont plutôt entre 5 et 7% pour les réservoirs qui sont industrialisés et installés dans des véhicules. Donc il y a un peu de marge de progrès, mais on voit qu'il y aura dans tous les cas une limite physique. Et par contre, on voit qu'en termes de coût, le réservoir composite devient compétitif par rapport au réservoir métallique grâce à cet allègement. Et d'autant plus lorsqu'on fait des formes plus complexes qu'une sphère, ne serait-ce qu'un cylindre, où on se retrouve avec des flux d'effort qui ne sont plus répartis de manière isotrope dans toutes les directions, mais avec des directions privilégiées. Et on a donc une capacité du composite à être conçu de manière à mettre les fibres dans ces directions privilégiées, et donc qui vont amener, par rapport à ce tableau de base, encore un avantage supplémentaire au composite, lorsqu'il s'agit de faire des formes élancées telles qu'un cylindre. Donc maintenant que vous avez choisi votre matériau composite pour réaliser des réservoirs, il vous faut bien sûr des matériaux de bonne qualité. Et parce que c'est un des enjeux avec la fabrication additive, puisqu'on va déposer le tape au fur et à mesure, de ne pas inclure de défauts dans votre pièce. Et donc là, vous voyez que le CETIM travaille sur des systèmes de contrôle thermique qui permettent de détecter, tout simplement, grâce à un suivi du process, au contrôle de la température mesurée tout au long de la dépose, les défauts de type porosité qui peuvent être présents dans votre matériau. Et donc c'est important de pouvoir les détecter. Là, on a mené une petite étude scientifique pour voir, en fonction des défauts de type épaisseur et largeur que vous avez forcément sur votre matériau. À gauche, un matériau de bonne qualité, on a quand même 3 centièmes d'écart sur les épaisseurs qu'on dépose. À droite, un matériau de moins bonne qualité. Ça se traduit directement dans votre process sous une même chauffe laser par des variations de température et qui sont liées à la dispersion matériaux, donc qui sont impossibles à piloter. Et donc ceux qui travaillent sur les polymères se rendent compte que quand on est à plus ou moins 100 degrés, ça veut dire qu'on ne peut pas maîtriser son process, quoi. On a vraiment besoin d'un matériau de qualité avec d'un dimensionnel bien maîtrisé pour ce type de process, de manière à rester dans une fenêtre de transformation qui soit acceptable pour le polymère. Et puis, une fois qu'on a fabriqué le matériau, on va aller le tester. Donc là, ça coûte cher de fabriquer des réservoirs, donc on a besoin d'échelles intermédiaires dans les tests. Et le CETIM a développé des moyens d'essai, donc des moyens de pelage pour vérifier la qualité de la soudure, et puis des moyens d'essai d'explosion de tubes grâce à une compression d'élastomère qui permettent, dans nos travaux de benchmark, on accompagne aujourd'hui en fait des fournisseurs matériaux qui veulent savoir si leur matériau répond à ce besoin, et on est capable à moindre coût d'évaluer, de comparer des matériaux et de contribuer à leur mise au point en identifiant les défauts rédhibitoires. Une fois que vous avez choisi le bon matériau, vous pouvez designer le réservoir. Donc là, vous voyez une vue en coupe d'un réservoir composite typique. Vous avez dans la partie cylindrique des enroulements circonférentiels, donc là, c'est-à-dire à 90 degrés, qui vont maintenir la pression à l'intérieur du réservoir. Et puis vous avez la zone de dôme, qui est la zone la plus complexe, parce que le procédé d'enroulement filamentaire fait que vous devez vous créer en fait des bourrelets, et donc vous essayez d'homogénéiser au maximum le matériau composite dans toute cette zone, de manière à être capable d'offrir un renforcement qui soit suffisant. Le but étant en fait de casser dans la zone circonférentielle pour des questions de sécurité, pour ne pas éjecter les embouts. Donc ça, c'est un savoir-faire qui est vraiment spécifique. Il faut avoir des outils de design qui permettent de représenter ce procédé, et c'est l'outil sur lequel le CETIM a beaucoup travaillé pour être capable d'accompagner les industriels dans la mise en œuvre du procédé. Donc là, vous voyez une petite vidéo d'un réservoir d'hydrogène en cours de fabrication par ce procédé, donc avec un focus sur la bande qui se dépose. Donc vous voyez de temps en temps des flashs bleus, c'est le laser qui est actif mais qui a été filtré dans l'image. Et donc il faut aller le plus vite possible parce que un réservoir, 30 kg de carbone, c'est plusieurs kilomètres à déposer. Donc forcément, l'objectif c'est d'aller à au moins 1 mètre par seconde. C'est les vitesses auxquelles les industriels qui font du carbone époxy plafonnent actuellement. Donc voilà, pour réduire les coûts, aller le plus vite possible. Utiliser des matériaux les moins chers possibles. Et ça, vous voyez que le process étant très sensible aux défauts, c'est un vrai challenge.
Et puis contrôler le process de manière à garantir, comme c'est quand même des fabrications qui vont être longues, hein, qui vont durer au moins 1 heure. Hein, et sur les machines proto du CETIM, c'est même plutôt une semaine actuellement que pour fabriquer un réservoir. Et il faut du coup pouvoir contrôler au fur et à mesure pour interrompre le process s'il y a un souci sans terminer pour rien une pièce. Et donc ça, il y a beaucoup de données qui sont générées par les systèmes de contrôle thermique associés au process. Et donc voilà, avec de l'intelligence artificielle, on travaille à être capable d'identifier, de positionner les défauts, et de contrôler finalement directement à la fin du procédé, de savoir dire si le réservoir est conforme ou non au cahier des charges. Et donc pour finir, le test de ce réservoir. Donc là, vous voyez la tomographie d'un réservoir qui a été fabriqué au CETIM, donc en partenariat avec le CEA qui nous avait fourni le liner, avec un fournisseur de matériaux carbone polyamide de très haute qualité, avec des résistances jusqu'à 3000 mégapascales. Un design donc, qui a été fait au CETIM, une fabrication qui a été faite au CETIM, un contrôle tomographique avec donc finalement très peu de vide. Hein, par rapport les références thermodures aujourd'hui ont jusqu'à 5% de porosité dans les réservoirs. Donc là, on peut être satisfait de la qualité de fabrication, même si vous voyez en bleu et en rouge les zones de vide dans les dômes, hein, qui sont donc les zones les plus complexes. Et puis voilà, un résultat qui était à la hauteur de l'attendu. C'est-à-dire la conception était à 1575 bars, donc c'était vraiment l'objectif, hein, de se caler sur le cahier des charges UN 134, là, typiquement des automobiles. Un mode de défaillance qui est non conforme à ce qu'on veut, puisque là, vous voyez une rupture dans le dôme, mais qui est conforme à ce qui était prédit en calcul, hein, puisque l'exercice pour le CETIM consistait justement à vérifier sa capacité à être capable de concevoir des dômes de manière optimale. L'enjeu industriel, ce sera toujours derrière de rajouter de la sécurité dans ces dômes de manière à avoir une rupture dans la partie cylindrique. Et puis, encore beaucoup de travail, de pain sur la planche pour réussir à industrialiser ce type de réservoir. Mais le travail est en cours, notamment à travers un projet européen THOR, dans lequel nous collaborons avec Faurecia, Air Liquide et d'autres partenaires sur le sujet. Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et il nous reste peut-être 2 minutes si vous souhaitez poser des questions. Je vous invite à lever les mains et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et sinon, vous pourrez venir me rencontrer à l'issue de cette séance pour une discussion informelle. Et bien, si personne n'a de questions, ce sera l'occasion de faire une petite pause en attendant le prochain intervenant. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.